Réfléchir, lire, discuter. Les rendez-vous de Philopop. C'est le rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. On entend souvent dire « l'histoire se répète deux fois », comme tragédie, comme farce. D'où vient cette formule et comment la comprendre ? C'est la question que je voudrais aborder aujourd'hui et ce sera l'occasion de proposer une lecture du livre de Karl Marx, de 18 Brumaire de Louis Bonaparte, paru en 1852, qui est consacré au coup d'État du 2 décembre 1851 perpétré par le futur Napoléon III. Cette formule se trouve en effet au début de ce livre. Elle est présentée comme une citation du philosophe allemand Hegel, rectifiée par Marx, et je la cite exactement. Hegel fait quelque part cette remarque que tous les événements et personnages de l'histoire se produisent pour ainsi dire deux fois, mais il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie, la seconde comme farce. Fin de citation. Cette citation devenue célèbre est en fait souvent mal comprise, car on la prend au pied de la lettre. Marx ne veut pas dire que l'histoire se répète, il veut souligner que les hommes croient qu'elle se répète, et qu'ils ont surtout besoin de le croire dans ces moments particuliers que sont les crises révolutionnaires où se joue le sort de leur société, comme en 1789 ou en 1848 en France. Ainsi, les révolutionnaires de 1789 crurent véritablement rejouer les événements de la République et de l'Empire de l'Antiquité romaine. Comme l'écrit Karl Marx, que je cite, « Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoléon, les héros comme les partis et les masses de l'ancienne Révolution française, accomplirent en costume romain et avec des phrases romaines les tâches de leur temps, libérer de ses chaînes et instaurer la société bourgeoise moderne. » Fin de citation. Quant aux acteurs politiques des événements qui vont de février 1848 jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, quant à ces acteurs, ils crurent à leur tour répéter la révolution de 1789. On vit par exemple les députés sociaux-démocrates s'identifier aux montagnards, ces députés jacobins, dont les chefs de file avaient été Danton, Marat, Robespierre, et qui s'étaient dénommés ainsi dans les années 1792 à 1794, parce qu'ils siégeaient sur les bancs les plus élevés de l'Assemblée. On vit aussi Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur Napoléon Ier, se présenter comme une réincarnation de son oncle, et ressusciter le prestige du Premier Empire auprès de larges fractions de la population et surtout de la paysannerie française. Il fit ainsi passer son coup d'État pour un acte héroïque, alors qu'il n'était que la parodie de celui du 18 Brumaire an 8, par lequel son oncle avait imposé sa dictature, autrement dit, le coup d'État du 9 novembre 1799, selon le calendrier romain, adopté par les révolutionnaires français. Alors que dans le premier cas, celui des révolutionnaires de 1789 et de Napoléon Ier, la référence au passé permettait aux acteurs politiques de se hisser à la hauteur d'une tragédie et, comme le disait ici Marx, à magnifier les nouvelles luttes et servait à magnifier les nouvelles luttes, dans le second cas, celui des acteurs de la Révolution de 48, cette référence servait seulement à parodier les anciennes luttes. D'où la question, et cette question sera double. D'une part, pourquoi les hommes, dans ces moments difficiles, dans le feu de l'action, ont-ils besoin de répéter imaginairement un passé prestigieux ? Et pourquoi, d'autre part, la répétition change-t-elle de sens entre la première fois et la deuxième fois ? Pourquoi
Dans le cas du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, la répétition n'est-elle qu'une farce ? Comment expliquer que cet aventurier, médiocre et grotesque, soit parvenu à s'emparer du pouvoir d'État en faisant revivre l'imaginaire glorieux du Premier Empire ? Telles sont les questions abordées par Marx dans son livre. Alors, comme il l'indique dans son avant-propos, il entend, je cite, « démontrer comment la lutte des classes créa des circonstances et des conditions qui rendent possible qu'un personnage médiocre et grotesque joue le rôle de héros. » Fin de citation. Cette démonstration écarte deux lectures opposées du coup d'État qui sont tout aussi erronées l'une que l'autre. La première consiste à ne voir en lui que l'acte de violence d'un individu singulier qui a pour nom Louis-Napoléon Bonaparte. C'est l'explication qu'en donne Victor Hugo dans un texte écrit lui aussi en 1852 et qui a pour titre « Napoléon le Petit ». Victor Hugo croit rapetisser le personnage et le tourner en dérision, mais en lui attribuant un pouvoir exclusif d'initiative, il aboutit au contraire à le grandir. La deuxième lecture est celle de Joseph Proudhon, qui à l'inverse explique le coup d'État comme le résultat inéluctable d'un enchaînement nécessaire. Aucune de ces lectures, en vérité, ne permet de saisir le degré d'initiative de son auteur, car, comme le précise Marx au début de son premier chapitre, je le cite, « Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur plein gré, dans des circonstances librement choisies. Celles-ci, ils les trouvent au contraire toutes faites, données, héritage du passé. » Ainsi, Louis-Napoléon Bonaparte n'agit pas de son propre chef, de son seul chef. S'il peut mener à bien son coup d'État, c'est parce qu'il bénéficie de circonstances qui lui sont favorables et ne dépendent pas de lui. Aussi, pour comprendre sa réussite, il faut en conséquence cerner d'abord ce que sont les circonstances qui ont rendu possible le coup d'État et dégager ensuite la part d'initiative qui revient à Louis-Napoléon Bonaparte. Et dans cette perspective, Marx va rédiger son livre en combinant deux exigences. Il lui faut bien sûr d'abord faire le récit des événements, ceux qui vont de février 1848, moment de la chute de la monarchie de Louis-Philippe, qui permet la proclamation de la Deuxième République en mai 1848, jusqu'au 2 décembre 1851, moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce récit va montrer que les événements sont en large partie le produit de décisions humaines qui n'avaient rien d'inéluctable et qui auraient pu prendre d'autres directions. Toutefois, il ne suffit pas de relater les événements. Ceux-ci ne s'éclairent vraiment que si on les rapporte aux conditions qui encadrent et déterminent les choix humains, et précisément les conditions économiques et sociales qui sont celles de la France en 1848. C'est là la deuxième exigence. Les luttes politiques qui aboutissent au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte ne prennent sens, en effet, que si on comprend comment elles traduisent des intérêts de classe ou de fractions de classe, intérêts qui s'expriment par le moyen de partis politiques. Et tout le travail de Marx consiste dès lors à articuler le récit des actions humaines à la théorie qui permet d'élucider les conditions dans lesquelles elles s'insèrent et qui les déterminent. Et cette théorie, c'est la théorie générale de l'histoire qu'il a esquissée dans ses ouvrages précédents, notamment dans l'idéologie allemande, écrit en 1845, et puis aussi dans le manifeste communiste, rédigé avec Engels, et paru en 1848, au moment même où a lieu d'ailleurs à Paris un soulèvement populaire qui contraint le roi Louis-Philippe à abdiquer. C'est donc à la lumière de cette théorie générale de l'histoire, qui n'est en fond encore qu'une esquisse, que Marx va penser les événements qui vont de février 1848 à décembre 1851.
Donc quelques mots d'abord sur cette théorie générale pour éclairer la démarche. Le manifeste communiste de 1848 commence par cette formule célèbre, je la cite, « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. » Il y a lutte des classes parce que la société est divisée en classes sociales qui ont des intérêts antagonistes. Et déjà, dans l'idéologie allemande, Marx avait montré que dès que la production matérielle d'une société excède le strict niveau de la survie et permet de dégager un surplus de richesse, alors tend à apparaître une classe qui cesse de participer directement à la production et s'approprie ce surplus de richesse. Elle se constitue ainsi en classe exploiteuse. Elle est la classe dominante qui fera tout pour maintenir sa position dominante et s'approprier le surplus de richesse produite. L'existence des classes sociales est ainsi fondée sur un rapport d'exploitation qui peut prendre des formes historiques variables. La lutte des classes ne se ramène pas seulement à la lutte entre la bourgeoisie, la classe qui possède les moyens de production, et le prolétariat, la classe de ceux qui n'ont d'autre propriété que leur force de travail. Ça, c'est une opposition récente dans l'histoire. Mais avant que la bourgeoisie ne devienne la classe dominante, avant la Révolution de 1789, il y a eu d'autres classes dominantes dans l'histoire, comme la classe seigneuriale dans le système féodal. Le prolétariat lui-même est d'apparition récente. Il doit son existence à la naissance de l'industrie et à la disparition de ces formes traditionnelles de travail qu'étaient les corporations et les jurantes sous l'Ancien Régime. Et c'est précisément en 1848 que le prolétariat fait son entrée en scène sur le terrain politique en imposant la République avec à ses côtés la bourgeoisie en février 1948, puis en étant violemment réprimé en juin par les troupes du général républicain Cavaignac. Alors, si, comme le dit Marx, l'histoire est l'histoire de la lutte des classes, cette histoire n'est pas un processus continu. C'est un processus marqué par des conflits et des ruptures. D'où l'importance du concept de crise révolutionnaire qui revient souvent dans le texte du 18 primaire. Il y a crise révolutionnaire lorsque le développement de ce que Marx appelle les forces productives entre en contradiction avec ce qu'il appelle par ailleurs les rapports sociaux de production. Les forces productives désignent les moyens de production, les techniques, les compétences, les ressources matérielles dont dispose une société. Les rapports de production désignent la relation que les hommes entretiennent entre eux du fait de leur position dans l'activité productive. Ils se trouvent ainsi situés dans des classes sociales dont les intérêts sont antagonistes. L'exemple de la Révolution française de 1789 permet de comprendre comment se résout une crise révolutionnaire. En libérant les forces productives des chaînes constituées par les rapports féodaux, les révolutionnaires de 1789 font naître la société bourgeoise moderne. Et c'est ce qu'ils font en supprimant notamment les corporations, en rendant possible la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Et cela permet à la société bourgeoise et à son industrie de prendre leur essor. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'essentiel de la théorie générale de l'histoire esquissée par Marx. Alors, si cette théorie peut expliquer les circonstances et les conditions qui déterminent l'activité politique des hommes, elle ne peut pas, en revanche, prévoir cette activité. Elle détermine le cadre des luttes politiques, elle montre comment celles-ci traduisent des intérêts classes, elle permet de comprendre pourquoi elles ont pour enjeu la conquête du pouvoir d'État, en ce qu'il est par excellence l'instrument qui permet à une classe d'exercer sa domination, mais il s'agit là d'une vérité générale. Et cette vérité générale ne permet ni de prévoir l'activité politique des hommes,
ni de rendre compte du contenu particulier que prennent leurs luttes politiques selon les moments, et une analyse plus fine des rapports sociaux permet à Marx d'expliquer qu'en 1848, la bourgeoisie n'est pas une classe homogène. Elle est divisée en fractions de classes. Une aristocratie foncière, une aristocratie financière et une bourgeoisie industrielle encore peu développée. Et c'est le récit seulement qui nous permet de découvrir les différentes formes que l'État peut prendre au cours des luttes politiques, passant d'une monarchie constitutionnelle fondée sur le suffrage censitaire, sous le règne de Louis-Philippe, à une république fondée sur le suffrage universel, Seconde République, puis à une république parlementaire qui va restreindre le champ de l'élection. Et enfin, à une dictature impériale par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Après la pause, nous aborderons le récit des événements qui ont lieu entre février 1848 et décembre 1851, date du coup d'État. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans ces douces souffrances dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Abordons maintenant le déroulement des événements qui vont de février 1848 au 2 décembre 1851. Je ne pourrai pas bien sûr me livrer à une étude exhaustive,
mais j'espère parvenir à dire l'essentiel. Les journées de février, lors desquelles le peuple parisien dresse des barricades, met fin à la monarchie de Louis-Philippe d'Orléans, qui exerça le pouvoir pendant 18 ans, de 1830 à 1848. Cette monarchie avait elle-même été mise en place à l'issue des Trois Glorieuses, c'est-à-dire de ces 3 journées d'insurrection de juillet 1830, qui renversèrent le roi Charles X, le dernier roi de la dynastie des Bourbons, frère du roi Louis XVI. L'aristocratie foncière qui exerçait jusque-là sa domination dut alors céder la place à une aristocratie financière et aussi à un embryon de bourgeoisie industrielle encore assez peu développée. Les journées de février 1848 n'avaient primitivement pour but que d'élargir la représentation politique par une réforme électorale et de garantir un certain nombre de libertés, comme la liberté de réunion ou la liberté de la presse. Mais elles permirent aussi de faire des concessions au prolétariat qui y avait pris une part active. Un gouvernement provisoire fut instauré dans lequel on comptait la présence d'un socialiste, Louis Blanc, et ce gouvernement créa les ateliers nationaux, grâce auxquels les ouvriers croyaient pouvoir trouver la garantie d'un travail pour tous. La durée de la journée de travail fut par ailleurs réduite à 10 heures à Paris et à 11 heures en province. En avril 1848, fut élue une assemblée constituante sur la base du suffrage universel. Jusque-là n'existait qu'un suffrage censitaire. Les républicains y furent majoritaires. Mais cette assemblée approuva bientôt la dissolution des ateliers nationaux qui était devenue la cible de la majorité bourgeoise. Cette dissolution entraîna l'insurrection ouvrière des journées de juin qui se terminèrent par une répression sanglante qui fit plusieurs milliers de morts et entraîna la déportation d'une dizaine de milliers d'ouvriers et d'artisans. Tous les partis s'allièrent, républicains en tête, pour mater durablement les ouvriers et leur imposer l'ordre. Marx écrira plus tard, je cite, « C'est les armes à la main que la bourgeoisie devait réfuter les revendications du prolétariat et le véritable lieu de naissance de la République bourgeoise, ce n'est pas la victoire de février, c'est la défaite de juin. » Fin de citation. L'Assemblée constituante établit la Constitution de la Seconde République, qui se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif appartient à une chambre unique et le pouvoir exécutif à un président élu, lui aussi, au suffrage universel. Cette séparation des pouvoirs est lourde de danger car elle ouvre la voie à un conflit frontal entre les deux pouvoirs, comme va le montrer la suite des événements. Conformément à la nouvelle Constitution, Louis Bonaparte est élu président de la République le 10 décembre 1848 à une très large majorité de 74% des votants, devant Cavaignac, le général républicain qui avait mené l'écrasement de l'insurrection ouvrière de juin, 19,5%, devant Ledru-Rollin, le candidat des sociodémocrates, qui fait 4,8%, et en dernière position, on trouve Raspail, le candidat socialiste, qui fait à peine 1%. Les monarchistes ont fait bloc derrière Louis Bonaparte, car ils le prennent pour un imbécile qu'ils vont pouvoir manipuler. Mais Louis Bonaparte doit surtout sa victoire à l'électorat paysan, de loin le plus nombreux, et à une partie de l'électorat ouvrier qui tient à manifester son rejet de Cavaignac, qui représente ici les Républicains. Une fois élu, Bonaparte nomme un gouvernement qui représente largement les députés monarchistes qui le soutiennent et qui compose le Parti de l'Ordre. Ce parti est la coalition formée par les légitimistes,
c'est-à-dire ceux qui souhaitent le retour au pouvoir des Bourbons, et dont les intérêts sont ceux d'une aristocratie foncière, et des orléanistes, ceux qui souhaitent le retour au pouvoir de la dynastie des Orléans, et qui représentent plutôt une aristocratie financière. En 1849, l'Assemblée constituante se dissout, et des élections législatives ont lieu, qui voient se dégager une majorité de députés du Parti de l'Ordre, mais elles se traduisent aussi par le succès d'une forte minorité constituée par le Parti social-démocrate, dont le chef de file est Ledru-Rollin, et qui, pour l'occasion, s'est allié aux socialistes. Le Parti social-démocrate représente surtout ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie. Suite au succès du Parti social-démocrate, qui s'est allié aux socialistes, le Parti de l'Ordre et Bonaparte sont inquiets. Ils ont peur que ne reprenne l'insurrection ouvrière. C'est alors que, pour affaiblir le Parti social-démocrate, ils vont lui tendre un piège dans lequel celui-ci va tomber facilement. Alors qu'au même moment en Italie, les Romains veulent la République et proclament la déchéance du pape en tant que souverain temporel, le gouvernement français décide d'envoyer un corps expéditionnaire pour soutenir le pape et mater les républicains italiens, au mépris le plus complet du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui est reconnu par la Constitution de la Deuxième République. Les députés démocrates de la montagne, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes en référence aux députés les plus radicaux de la Révolution de 1789 que furent Danton et Robespierre, eh bien, les députés sociaux-démocrates de la montagne déposent alors à l'Assemblée un acte d'accusation contre le gouvernement et appellent le peuple à une grande manifestation dans les rues de Paris. Seulement, ils se contentent de grandes proclamations, de grandes déclarations indignées, sans se soucier vraiment de créer les conditions d'un rapport de force efficace et d'une véritable mobilisation. Et c'est là que le Parti de l'Ordre les attend. La manifestation est un échec et elle est sévèrement réprimée. Les dirigeants de la montagne sont arrêtés, déchus de leur mandat de député. Les imprimeries qui publient leurs journaux sont saccagées. On voit ainsi que le Parti de l'Ordre exerce une véritable dictature sous couvert de la représentation parlementaire. Les conséquences d'une telle répression sont lourdes, comme le montre Marx. Non seulement le prolétariat, toujours plus isolé, se trouve affaibli, mais l'Assemblée législative elle-même est affaiblie, puisqu'en livrant bon nombre de ses députés et en levant leur immunité parlementaire, et en trahissant ouvertement la Constitution, elle ouvre la voie au futur coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Malgré cette répression, une alliance entre les socialistes et les sociodémocrates de la montagne se reforme. Et aux élections complémentaires de mars 1850, destinées à élire de nouveaux députés à la place des députés déchus, c'est encore un succès pour la montagne, qui voit le nombre de ses députés augmenter. Mais fidèles à leur ligne qui consiste à n'en rester qu'à des positions de principe, les députés de la montagne se révèlent incapables d'exploiter leur avantage. Et le Parti de l'Ordre se prémunit des mauvaises surprises du suffrage universel en votant le 31 mai 1850 une loi électorale qui écarte tout simplement du suffrage universel 3 millions de travailleurs. Maintenant que tout risque de soulèvement populaire est écarté, on pourrait penser que Bonaparte et le Parti de l'Ordre vont tranquillement exercer ensemble le pouvoir. Il n'en est rien. Le président de la République Bonaparte, auquel la Constitution interdit de briguer un second mandat, et le Parti de l'Ordre entrent alors en conflit favorisé par la stricte séparation des pouvoirs qui les conduit à s'opposer frontalement en voulant devenir chacun hégémonique. Et l'un des premiers enjeux est le contrôle de l'armée,
Bonaparte destitue le général Changarnier, qui en avait le contrôle et qui était lié au parti de l'ordre. Et de plus en plus, il impose dans l'appareil d'État ses propres hommes. Il jouit déjà auprès des troupes d'une grande popularité, qui résulte en large partie de son lien de parenté avec l'empereur Napoléon Ier. Il dispose en outre du soutien d'une milice, d'une sorte de milice, organisée à sa dévotion, la Société du 10 décembre, qui se trouve composée d'aventuriers de toutes sortes et est encadrée par quelques généraux. Cette milice est précieuse lors des rassemblements et des sorties que fait Bonaparte dans les grandes villes de province, où il est chaleureusement acclamé. Enfin et surtout, Bonaparte est très populaire auprès des petits paysans, qui vivent dans la nostalgie du Premier Empire, car Napoléon les a libérés de la féodalité en leur permettant de devenir propriétaires. Par ailleurs, en ce milieu du XIXe siècle, les paysans se sentent maltraités par la République bourgeoise, qui leur a imposé des impôts nouveaux et a alourdi leur endettement. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que Louis-Napoléon Bonaparte renverse la République par le coup d'État du 2 décembre 1851, en révoquant l'Assemblée nationale et en proclamant l'état de siège. De surcroît, son coup d'État est ratifié par un plébiscite le 20 décembre 1851, où Bonaparte obtient en sa faveur une majorité écrasante. Tels sont les événements qui se sont déroulés jusqu'à ce coup d'État. Après la pause, nous nous demanderons pourquoi Marx parle de farce au sujet de la Révolution de 1848 et nous en montrerons les raisons. Si on adopte une vue synthétique sur l'ensemble de la séquence qui va de juin 1948 à décembre 1951, et si on compare la logique des événements de la Révolution de 1848 à celle de 1789, on est frappé de constater qu'elles procèdent en sens inverse, l'une de l'autre. Comme le montre Marx, au début du chapitre 3, la Révolution de 1789 suivait une ligne ascendante, alors que la Révolution de 1848 suit plutôt une ligne descendante. Je cite Marx. Au cours de la Révolution française, la domination des constitutionnels passe à celle des Girondins, puis la domination des Girondins à celle des Jacobins. Chacun de ces partis s'appuie à son tour sur le parti le plus avancé. Aussitôt qu'il a conduit la Révolution suffisamment loin pour ne plus pouvoir la suivre et encore moins prendre ses devants, il est écarté par l'allié le plus audacieux qu'il a derrière lui et envoyé à la guillotine. La Révolution se meut ainsi en ligne ascendante. Et Marx remarque alors que c'est tout l'inverse pour la Révolution de 1848.
Ici, en effet, une fois le prolétariat chassé de la scène politique par la répression sanglante menée par le général Cavaignac, les acteurs restants s'éliminent les uns les autres par ordre décroissant de radicalité révolutionnaire en fonction de renversement d'alliances. Après l'écrasement du prolétariat, les républicains bourgeois qui sont en position de force se trouvent affaiblis par la dissolution de l'Assemblée constituante en janvier 1849. Le Parti de l'Ordre devient alors le parti dominant, mais cela n'empêche pas le Parti républicain de s'allier avec le Parti de l'Ordre pour évincer ensuite les petits bourgeois du Parti social-démocrate de la montagne, à l'occasion de la fameuse affaire de l'expédition de Rome en juin 1849. La suppression du suffrage universel par le Parti de l'Ordre majoritaire à l'Assemblée ne l'empêche pas d'être pris à son tour dans le mouvement rétrograde. Bonaparte s'emploie à l'affaiblir, il a le soutien massif de la paysannerie, et il est soutenu encore par ce que Marx appelle la masse extra-parlementaire de la bourgeoisie, qui désire plus que tout la tranquillité et préfère lâcher les parlementaires bourgeois. Ainsi, tous unis d'abord contre un prolétariat isolé, les partis et leurs fractions de classe de référence ne cessent de se fragmenter et de se coaliser pour éliminer l'acteur politique qui paraît encore trop révolutionnaire. Mais si le récit des événements permet ainsi de retracer comme une logique descendante, il ne décrit pas pour autant une nécessité implacable. L'histoire est traversée par des tendances, par des lignes de force, mais elle n'est jamais la réalisation d'une logique générale qui permettrait de prévoir les événements. Et c'est ici tout l'intérêt du récit, d'exprimer les incertitudes, les indécisions des acteurs politiques, comme de faire apparaître aussi les illusions qu'ils se font sur l'histoire qu'ils accomplissent. Et sur ce dernier point, le récit conforte l'analyse matérialiste de Marx. Il montre que si l'on veut connaître le sens véritable des actions humaines, il ne faut pas partir de la conscience qu'en ont les hommes, des idées qu'ils se font sur elles, et s'en tenir seulement à ce qu'ils en disent, mais il faut considérer d'abord leurs conditions sociales d'existence. Comme l'écrit Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. On peut alors mesurer que les représentations qu'ils se font d'eux-mêmes et de leur action sont souvent en décalage avec leur activité réelle. Un exemple très simple permet d'illustrer cette analyse. Les monarchistes, qui sont coalisés pour former le Parti de l'Ordre, croient s'opposer seulement sur la dynastie dont ils souhaitent le retour au pouvoir, lorsque la République, espère-t-il, sera supprimée. Les uns sont attachés à la dynastie des Bourbons, ce sont les légitimistes, et puis les autres à celle des Orléans, ce sont les orléanistes. Mais c'est en examinant leur existence sociale qu'on peut véritablement comprendre leur opposition. Les légitimistes sont des propriétaires fonciers, tandis que les orléanistes font surtout partie de l'élite financière. C'est là leur véritable opposition. Et pour compléter le tableau, il faut ajouter que la bourgeoisie industrielle, encore peu développée et soumise alors à l'élite financière, se trouve représentée quant à elle par le Parti républicain. Si les représentations des hommes sont souvent en décalage avec le contenu réel de leurs pratiques, elles n'en ont pas moins une efficacité. Les histoires que les hommes se racontent sur l'histoire qu'ils font jouent un rôle dans leur activité. Elles ne sont pas seulement un moyen de se dissimuler à eux-mêmes la réalité de leurs pratiques, elles leur donnent aussi des raisons d'agir.
elle les mobilise. Et dans le 18 Brumaire, Marx est attentif au rôle déterminant de l'imaginaire collectif, plus particulièrement au conditionnement idéologique que les hommes héritent du passé et la difficulté pour eux de penser à chaud leur action lorsqu'ils sont anxieusement confrontés à une situation nouvelle, les incite à se référer à des modèles passés, comme on l'a vu, des révolutionnaires de 1789, qui ressuscitent les discours des tribuns romains et vont jusqu'à reprendre leur calendrier. Mais alors, pourquoi l'histoire se répète-t-elle la première fois sur le mode de la tragédie? C'est le cas de la Révolution de 89. Et la deuxième fois sur le mode de la farce, c'est le cas de la Révolution de 1848. Quelle différence y a-t-il dans la répétition du passé entre les révolutionnaires de 1789 et ceux de 1848? La Révolution de 1789 crée un monde nouveau. Elle accouche d'une société nouvelle, la société bourgeoise moderne. La Révolution de 1848 n'a pas de contenu nouveau. La bourgeoisie cherche seulement à consolider sa position. Et elle y échoue d'ailleurs piteusement en devant céder le pouvoir à Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. La grandeur tragique des révolutionnaires de 89, c'est d'avoir produit du nouveau, comparable à ce que fut la nouveauté de la République romaine de l'Antiquité. Mais en 1848, la révolution bourgeoise a épuisé le scénario. Elle n'a plus rien à créer. Et on peut même remarquer qu'elle a produit le principe de sa propre disparition en contraignant le prolétariat à agir en combattant héroïquement en juin 1848. Elle a ouvert ainsi à ses dépens une autre perspective, le chemin vers une autre évolution qui signera sa disparition. Ainsi, en prétendant porter le noble masque de Danton et de Robespierre, les révolutionnaires de 1848 se montrent grotesques. Non seulement parce que leur action ne crée rien de nouveau, mais aussi parce qu'elles sombrent le plus souvent dans une gesticulation impuissante, comme en témoigne l'exemple des députés sociodémocrates de la Montagne, qui reprennent ce nom en souvenir des députés jacobins, mais se contentent de vaines proclamations de principe et s'avèrent incapables de soutenir une lutte organisée contre la répression menée par le Parti de l'Ordre. Et comme on le voit, l'invocation des modèles du passé est souvent caricaturale chez les acteurs de la Révolution de 1848. Mais elle peut aussi avoir un poids, comme le montre l'exemple du soutien apporté par la paysannerie française à Louis-Napoléon Bonaparte, en qui elle voit le fantôme de Napoléon Ier. En 1848, la paysannerie française est misérable. Elle est endettée, elle est largement dépendante de la bourgeoisie des villes. Mais elle n'est pas non plus organisée. Et au lieu de se coaliser avec le prolétariat pour renverser la bourgeoisie, elle préfère s'en remettre à Bonaparte pour des motifs purement idéologiques. La paysannerie garde le souvenir du glorieux ancêtre, Napoléon Ier, qui a libéré les paysans des structures féodales et a fait d'eux des propriétaires. Et Marx écrit ainsi concernant les paysans: « La tradition historique a fait naître une croyance miraculeuse chez les paysans français. Un homme du nom de Napoléon leur rendra toute leur splendeur. » Fin de citation. En démembrant la grande propriété aristocratique et en faisant de tous les paysans des propriétaires, Napoléon Ier était en effet devenu leur héros. Et désormais, il voit en son neveu, Louis Bonaparte, le descendant sacré de son oncle. Il voit dans le futur Napoléon III, le fantôme de Napoléon Ier, le personnage providentiel qui va restaurer leurs conditions.
On voit encore par là que l'histoire n'est pas seulement une activité qui met les hommes en rapport avec le réel, elle met aussi en œuvre un rapport au fantasme. Elle n'est pas seulement un rapport avec les vivants, elle est encore un rapport avec les morts. Et ce fantasme, ce rapport à la glorieuse image de Napoléon Ier, vont jouer un rôle important à la veille du coup d'État du 2 décembre 1851, car les paysans sont de loin la couche sociale la plus importante à cette époque. Les illusions jouent donc un rôle dans l'histoire, au détriment souvent de ceux qui en sont les porteurs, mais je n'en dirai pas plus. Je suis très loin d'avoir épuisé la richesse de ce texte magistral et superbement écrit. L'histoire se répète 2 fois, la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce. On est bien sûr tenté de chercher d'autres illustrations de cette formule dans notre actualité. Mais je laisse ici à chacun le soin d'en juger. Chers auditeurs de Westrack, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. The people went into their high from the start. They didn't know exactly why. Winter came and made it so. Look alike. Underneath the grass would grow, aiming at the sky. Just another wave of a miracle, but no one, nothing at all, will go for the kill. If they called on every soul in the land, on the moon, only then would they know a blessing in disguise. Tell me now of the very soul. Look alive, look